Nous étions en train d'évoquer les législatives en Guinée-Bissau, la Cour suprême qui confirme la victoire du PAIGC. Adam, la question était de savoir si, bon, finalement, on va pouvoir sortir de l'ornière. Oui, donc je disais que c'est une qui a tellement coûté à la CEDEAO et que chacun des protagonistes de cette crise-là savait vraiment ce que c'était la facture de cette crise-là et qu'ils n'avaient pas tellement droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la CEDEAO va redéployer donc, l'économie qui est stationnée depuis des années dans ce pays-là, je pense que c'est la catastrophe. Le pays va frôler la catastrophe. Mais de l'autre côté aussi, si tout à l'heure Dominique parlait donc du limogeage du Premier ministre d'antan, mais je me dis ce sont des griefs qui sont accumulés, qui sont sortis au dernier jour par ce limogeage-là. Mais ce qui était beaucoup plus étonnant, c'est qu'un grand parti qui est tellement enraciné, consolidé comme tel, n'arrive pas quand même à pouvoir gérer des divergences à l'interne. Parce que lorsque vous prenez des partis analogues dans d'autres pays, comme d'ailleurs chez nous, c'est vrai qu'il y a des divergences, mais vous n'aurez jamais constaté que ces divergences-là sortent au dernier jour. Donc vous voyez partout, lorsque vous avez de ces gens de partis politiques, que vous n'arrivez pas vraiment à maintenir une certaine sérénité, à contenir donc des divergences à l'interne. Lorsque ça s'éclate, vraiment, c'est la catastrophe. C'est ce qui est devenu aujourd'hui à Guinée-Bissau. Et je crois que ces protagonistes-là de la crise savent désormais qu'il faut faire extrêmement attention pour ne pas trop s'écarter des objectifs et de la feuille de route qui les avait été dictée pour éviter à ce pays la catastrophe dont elle frôle. Moi, derrière cette instabilité et puis cette guerre politique, je vois la main noire des narcotrafiquants derrière. Parce que la Guinée-Bissau est une plaque tournante de la trafic. Même en plein processus électoral, on a saisi des tonnes de drogue. Parce que lorsque la cocaïne quitte l'Amérique latine, ça débarque là, avant de passer dans d'autres pays et puis prendre la route de l'Europe, de l'Occident. Donc je crois que, sûrement que la main noire de ces narcotrafiquants, c'est eux qui poussent les acteurs à créer un climat d'instabilité qui les profite énormément. Parce que lorsque le pays est stable, avec un gouvernement stable, alors ça veut dire qu'on doit combattre sérieusement contre ce fléau, ce trafic. Mais dès que le pays est toujours instable, donc je crois que c'est en cela les deux doivent être... les deux doivent être devant leurs responsabilités pour comprendre qu'ils doivent forcément œuvrer à la paix, à la stabilité, pour que le pays enfin décolle. Parce que dans cette crise, il y a beaucoup de choses. C'est un pays extrêmement pauvre. Les populations se cherchent dans ce pays. Alors que, oui, mais justement, ces milliardaires, ils ont trouvé ça aussi, c'est pas dans le trafic de drogue. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire que la CEDEAO les pousse. Et bon, je crois aussi il y a les Nations Unies qui interviennent aussi dans cette crise, qu'on puisse les mettre devant leurs responsabilités pour que vraiment leur guerre puisse s'arrêter, puisque c'est juste peut-être une petite période de transition. Si les élections présidentielles sont fixées avant la fin de l'année, ça veut dire que dans quelques mois, les élections présidentielles auront lieu. Et on verra si Mario Vaz peut encore gagner ou c'est quelqu'un d'autre qui va gagner. Je crois qu'il va falloir que, comme Dominique le disait tout à l'heure, il va falloir qu'on organise les élections présidentielles. Je crois que là, pour voir si jamais l'autre perdait, parce qu'il a été vraiment très... C'est lui l'acteur principal de... Mais il ne faut pas oublier qu'il a gagné parce qu'il est du PAIGC aussi. Oui, mais justement, il a voulu casser le parti et garder l'hégémonie de ce parti. Pour le moment, alors que le Premier ministre ne fait que 27 députés contre 47. Alors que le Premier ministre aussi a ses membres, a ses tentacules. Bon, donc, l'instabilité, la question de savoir si on est sorti, parce que tant que les deux acteurs ne vont pas se comprendre, ne vont pas s'accorder pour le développement, pour l'épanouissement du peuple bissau-guinéen, ça va être toujours difficile, parce qu'au bout, c'est les deux acteurs qu'on retrouve encore. Et les deux qui ont été à la source de la crise, c'est eux, au bout, c'est eux qu'on va retrouver encore, et ça ne changera pas encore grand-chose. Parce qu'on peut changer, c'est que le Premier ministre, lui, maintenant, il est du PAIGC, et que l'autre, il y a une autre... Madame qui le souhaitait. Donc, c'est tout ce qui a changé. Mais les deux acteurs sont toujours là. C'est que le président a été désavoué dans son parti. Dans son parti. C'est pourquoi il faut un mouvement pour pouvoir le sans avantager l'autre. Parce qu'il y a d'autres députés qui avaient refusé même de donner leur bénédiction à la nomination du successeur de Pereira.
Le second sujet, c'est notre pays également, une sorte de poudrière dans le nord de l'Afrique. Les Nations Unies vont organiser du 14 au 16 avril une conférence nationale en Libye afin de tenter une nouvelle fois de sortir le pays du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. C'est l'ONU, l'émissaire spécial de l'ONU qui a fait l'annonce. Si l'occasion offerte par cette conférence nationale n'est pas saisie, nous n'aurons alors que deux options possibles. Une impasse prolongée ou un conflit, a prévenu Ghassan Salamé, qui dirige la mission des Nations Unies en Libye, lors d'une conférence de presse à Tripoli. Cette impasse pourrait également conduire à un conflit. Cette conférence, qui se tiendra dans la ville de Ghadamès, située près des frontières algériennes et tunisiennes, est la dernière tentative déployée par l'ONU pour fixer une date pour les élections législatives et présidentielles, malgré les divisions et les rivalités persistantes. Adam Adjronou, est-ce que finalement, parce que l'ONU avait annoncé que la Libye ferait des élections le 10 décembre dernier, tout le monde savait que c'était impossible. L'ONU, la France s'y accrochait, elles n'ont pas eu lieu. Aujourd'hui, on annonce une conférence nationale. C'est la solution? Si la conférence aboutissait, on pouvait le dire aisément. Mais ce qui est important au niveau de la Libye, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que la Libye est carrément l'interface qui aboutit directement aux rives européennes. Ça fait qu'aujourd'hui, je pense que les acteurs même qui vont quand même meubler ou quand même prendre une part importante de cette qui-là seront quand même les Occidentaux. Mais la question n'est pas quand même... Je vois quand même que l'émissaire de l'ONU, je pense que pour ne pas trop aller en profondeur, et professait carrément quelquefois, disons, des menaces. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de la réussite de cette conférence-là, il faudrait un travail préalable qui doit être fait à fond. Travailler sérieusement à fond, à pouvoir quand même aplanir un certain nombre de divergences liées au fait que, vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pays est carrément divisé en deux, avec deux gouvernements qui se réclament quand même du gouvernement, avec des intérêts derrière même. Fayez al-Sarraj, qui est basé à Tripoli, ou les puits de pétrole. Voilà. Et le maréchal Haftar. Tout à fait. Donc ça fait que je pense qu'il faudrait quand même faire un travail de fond, amener les acteurs à pouvoir mettre l'intérêt supérieur du pays et partant de là même de toute l'Afrique, parce que vous savez, avec toutes les crises. Justement, ça, est-ce qu'on ne se focalise pas trop, par exemple, sur Fayez el-Sarraj et Haftar, alors que la Libye, c'est des clans? C'est des clans. Et ces clans, est-ce qu'ils se reconnaissent forcément dans ces deux-là? Non, mais de l'autre côté également, le fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit laisser de côté le fait quand même que la communauté internationale reconnaisse en un seul clan toute une légitimité donnée, mais elle oublie les autres qui ont quand même des bases arrêts très puissants, où l'autre, d'ailleurs, même qu'on reconnaît la légitimité, n'arriverait jamais à pouvoir débouter. Donc ça fait que moi, c'est pourquoi je dis carrément qu'il faudrait faire un travail de fond. Ça prendra la durée que ça prendra, mais quand même amener les acteurs à savoir, à comprendre que, quelles que soient les positions que chacun défend, il faudrait quand même arriver à pouvoir concrétiser, ou du moins à pouvoir légitimer ces positions-là par, c'est-à-dire l'assentiment national du pays. Donc c'est partant de là qu'on puisse parler de la rue. Sans quoi, je pense que s'il faut quand même dire qu'il y a conférence, c'est parce que les puissances occidentales savent qu'avec les intérêts, on peut être dedans ou positionner. Du moins, c'est ce qui se joue dans ce pays qui ne permettra pas qu'on puisse sortir de cette crise-là. Dominique, cette conférence nationale, c'est qui? C'est les gros morceaux des différents clans qu'on va réunir, ou bien c'est juste ces deux-là qu'on va mettre autour d'une table pour dire qu'on a trouvé une solution? Est-il que cette conférence sera encore une de plus, parce que le pays est totalement dans un état délabré, où les gens, les clans, sont bien organisés, structurés, et qui gèrent les ressources pétrolifères. Vous prenez par exemple la milice de Misrata, très bien organisée avec des chars, des armes aux pointes. Et il y a la milice également de Toubrouk, avec son parlement. Et ceux de Zintan, et maintenant le puissant maréchal Haftar, qui trône sur Benghazi et autres. Maintenant, dans l'Est, maintenant, comment joindre les deux bouts? Ce Premier ministre, lui, il n'occupe que Tripoli. Son pouvoir est juste limité à Tripoli. Et qu'il ne fait qu'il gère des petits trucs de rien du tout. D'ailleurs, au début même, son bureau était dans un bateau. Il quittait le bateau. Donc, c'est dire que
il a été vraiment imposé par la communauté internationale et que les autres n'ont pas adhéré à ça, à sa nomination. Maintenant, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que la conférence peut mieux faire? Moi, je dis, la solution, il faut chercher Sarkozy, il faut aller chercher Hillary Clinton. C'est les deux qui ont détruit la Libye. Quand ils allaient tuer Kadhafi, les voix se sont élevées pour leur dire la Libye est un pays compliqué. Kadhafi a acheté tellement d'armes pour ce pays que si ce pays tombe, les groupes, les différents clans et tribus vont s'accaparer de ces armes et ils vont créer vraiment l'instabilité pendant des années. Et non seulement en Libye. Et justement, la suite, c'est qu'il y a beaucoup de pays, le Mali, les terroristes qui menacent le monde. Tout est parti de là. Où sont-ils? Où est Sarkozy? Où est Hillary Clinton? Ils sont plus aux affaires. Mais ils sont pas aux affaires. Ils sont là, non? Ils n'ont qu'à aller. C'est parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut que ça soit bon pour que demain tu sois apprécié. Mais quand ils le faisaient, les conseils, les voix se sont élevées pour leur dire ne faites pas ça, ne tuez pas Kadhafi, vous allez créer un monstre. Et ils l'ont accepté pour le faire. Aujourd'hui, quand je vois, on dit conférence de ci, conférence de ça, mais je dis, mais c'est débile. Pourquoi vous créez? Pourquoi il fallait créer cette situation? Mais c'est ça la vraie question que l'on doit se poser. Aujourd'hui, cette conférence, moi je suis c'est un mort-né déjà. Cette conférence-là ne donnera pas grand-chose. Tant que ces milices seront toujours armées, et sans oublier que les groupes terroristes opèrent vers le sud, des territoires conquis et que bon, ils sont libres de leur opération et c'est de là même qu'ils menacent les pays européens et d'autres pays encore parce que la plupart des formations des terroristes, c'est en Libye actuellement. Et ça, c'est Sarkozy et Hillary Clinton qui l'ont fabriqué de toutes pièces. Mais c'est vraiment dommage. Le convoi du neveu d'Idriss Déby est venu le convoi d'Idriss, justement, pour aller attaquer la colonne. La Libye, même avant l'instabilité, a été toujours une menace. Oui, mais à l'époque, c'était Kadhafi qui gérait. Si Kadhafi dit non, ça ne passe pas. Mais ici, c'est qu'ils ont trouvé un terreau favorable où ils ont prospéré avec les moyens militaires qu'ils ont. Est-ce que c'est une entente entre Fayez El-Sarraj et Khalifa Haftar qui est la solution pour la Libye? Non. Ben, ils l'ont cherché, les Nations Unies l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Avec l'OTAN. Avec l'OTAN qui a donné l'ordre que ces avions bombardent la Libye. Ils sont où? Maintenant, ils sont où? Mais cette affaire de conférence, la méchanceté ça fait rire. On disait qu'on voulait instaurer la démocratie. Ça fait rire, démocratie. Jusque-là, est-ce qu'on a pu... Sur combien de cadavres? Des milliers de personnes sont déjà mortes parce qu'on veut la démocratie. Est-ce que les Libyens se plaignaient avant? La démocratie, c'est quoi? C'est de trouver à manger, non? Est-ce qu'on a pu une démocratie aujourd'hui en Libye? Est-ce qu'il y a une démocratie aujourd'hui en Libye? Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années ils ont mis la transition? Ils n'ont qu'à aller faire la démocratie en Arabie Saoudite. Je crois Est-ce qu'il y a une démocratie en Arabie Saoudite? Ce qui se passe pourquoi ils ne vont pas là-bas tuer le roi? Je sais que là, on est sur la même longueur d'onde. Là, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce qu'ils ont fait en Libye, c'est vrai quand même qu'on pouvait tout dire. On pouvait tout reprocher à Kadhafi. Parce que il régnait de main de fer sur la Libye, mais quand même, les Libyens se sentaient mieux, et l'Afrique tout entière se portait bien parce que c'était une voix. C'était une voix quand Kadhafi se lève. Alors c'est tout le continent. On sait qu'il y a un chef d'État qui est en mouvement. Aujourd'hui, on n'a plus un chef d'État à la carrure de Kadhafi, même s'il était dictateur, on n'en a plus. Dictateur aussi, c'est pas parce que les non, bien sûr, non, je dis qui est dictateur et la démocratie qu'on souhaitait ne vient même pas. Maintenant le pays, et c'est à partir de la Libye qu'aujourd'hui le terrorisme a atteint, mais c'est répandu un peu partout. Et même c'est de là que ça menace sur les pays occidentaux. On a fait quoi? Quelles sont les retombées de ces manigances-là à la sarkozienne ou bien aux sarkoziens? Je ne sais pas comment il faut le dire. Qui a la réponse. Donc aujourd'hui, Sarkozy sera en train de voir tout ça. En principe, et lui, il doit être un gars qui doit être traduit à la CPI. Mais on pouvait s'organiser. Ne l'a pas vu pour l'extrader à la CPI. On pouvait s'organiser. Il n'a pas signé, mais il y a des pays quand on ne signe pas, on fait tout pour que les Nations Unies interviennent. Puisque c'est ça la procédure. Donc je crois quand même que cette conférence-là
ça ne va pas servir à grand chose. Et je souris quand on dit les élections vont avoir lieu avant la fin de cette année. Et il avait dit 10 décembre. Et il martelait cela comme si c'était une date fétiche qu'il fallait aller aux élections. Qu'est-ce qu'on a pu? Avec tous les clans organisés, des armes qui sont là. Et les deux super puissances qui sont là, je crois que la Libye est partie pour être dans ce désordre-là pour longtemps. Pour longtemps. Personne ne sait quand est-ce que ça va finir. Mais voilà ce que les Occidentaux viennent créer en Afrique au nom de la démocratie. Nous voulons bien la démocratie, mais la démocratie, il faut que ça permet aux citoyens quand même d'être épanouis. Il ne faut pas aller imposer la démocratie aux gens et tuer les gens et créer ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on entend de voir. Adam, au niveau de la Libye, on se demande si l'Occident s'intéresse à la Libye simplement parce qu'elle veut ramener le calme, ou bien c'est parce qu'on veut contrôler ce pays pour éviter le phénomène de migration qu'on a. Oui, le phénomène de masse. En fait, c'est beaucoup d'avantages pour les Occidentaux à la fois. C'est vrai que éviter... Parce que malgré la poudrière qu'il y a là-bas, l'Italie, la France viennent faire des accords avec ces groupes armés pour éviter l'envahissement de l'Occident. Voilà. C'est Kadhafi qui bloquait ça depuis longtemps. C'est-à-dire ce phénomène d'immigration, prendre le bateau pour existait depuis. Mais Kadhafi a réussi à gérer, à bloquer. Et les Occidentaux sont allés le dedans. La plupart des Africains qui voulaient donc atteindre les rives européennes trouvaient carrément la satisfaction au niveau de Kadhafi. Voilà, au niveau de la Libye. Et n'oubliez pas d'ailleurs, même certains qui sont allés gonfler les rangs même des djihadistes sont des mécontents de ce truc-là qu'ils ont fabriqué contre Kadhafi. Parce que la plupart du temps, ils ont les moyens qu'ils cherchaient pour aller là-bas. Kadhafi les gens étaient en Libye et vivaient mieux que s'ils étaient en Europe. Tout à fait. Mais de l'autre côté, la question essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas quand même dire que depuis la disparition de Kadhafi, ce sont seulement ces armes-là qui fonctionnent là-bas. Imaginez-vous les armes les plus sophistiquées que les armées n'ont pas. Ça vient d'où? Donc ça voudrait dire quelque part que par derrière tout cela, il y a des puissances occidentales qui sont là par derrière. Pour préserver leurs intérêts. Tout à fait, qui fournissent ces armes-là et qui ne veulent pas du tout parler les territoires conquis. Pour préserver les territoires conquis. Donc ça voudrait dire que... exploiter le pétrole. Tout à fait. Donc je pense qu'au-delà de l'ONU doit donner, parce qu'il y a pas longtemps où l'Union africaine avait quand même émis un certain nombre de critères pour pouvoir quand même gérer la crise. Et n'oubliez pas qu'il y a certains chefs d'État qui ne veulent pas, ou du moins qui refusent à ce que carrément les questions africaines soient seulement résolues par les puissances occidentales, qu'eux-mêmes quand même on puisse les prendre à la première ligne quand même de la situation pour qu'ils quand même démonter leur expertise, pour savoir pas, puisque le problème africain, c'est d'abord l'africain, et c'est vrai qu'il y a des aides qu'on a toujours besoin au niveau des partenaires techniques et financiers, comme les institutions, comme les Nations Unies, mais au-delà de tout, je pense qu'on doit quand même donner la primauté à l'Union africaine de pouvoir quand même retracer la base pour qu'on en arrive. Poser à Dominique, l'absence de l'Union africaine sur le cas libyen, qu'est-ce que ça dit? En tout cas, l'Union africaine a raison. Quand on allait tuer Kadhafi, on ne l'a pas consulté. Oui, mais au même moment, les chefs d'État africains auraient pu faire bloc à l'époque pour empêcher mais malheureusement, beaucoup de chefs d'État étaient assujettis à la France et à d'autres puissances, avec les États-Unis, tout ça là. Et du coup, des gens s'énervaient, n'en voulaient pas, mais personne n'osait lever le petit doigt. Justement, et donc, les gens sont restés muets. Moi, je dis ici, toute l'Afrique s'était mobilisée contre cette attaque, contre cette invasion de l'OTAN. Mais je suis sûr que ce que nous vivons aujourd'hui ne se produira pas. Moi, je dis, les Occidentaux, parfois, ils sont vraiment naturellement méchants. Vous voyez quand Poutine a annexé la Crimée, mais on a organisé un référendum et la population a décidé d'être annexée. Et ils étaient là à crier que voilà, immixtion dans les affaires de l'Ukraine, de ci, de ça, on a accusé la Russie. Mais l'OTAN est allé bombarder à ciel ouvert, tuer Kadhafi, créant aujourd'hui tout le désordre que l'Afrique vit aujourd'hui. Parce que tous les cas de terrorisme viennent de la Libye. Mais c'est ça, les morts qu'on compte au Mali, au Burkina Faso, et partout. C'est en Libye. Alors, et qui a créé ça? Mais c'est l'OTAN. Il n'y a rien à faire, c'est l'OTAN.
Et pourtant, c'est une organisation qui avait l'air d'une organisation sérieuse et rigoureuse. Mais ils n'ont pas, aujourd'hui, je me dis qu'ils n'ont même pas honte de reconnaître que nous avons commis une grosse bêtise et que dorénavant, nous n'allons jamais le faire. Non, moi, je crois que... Mais on a entendu quand même Barack Obama, à la fin de son mandat, dire que la plus grosse erreur... Oui, parce que tout le monde savait que c'était Hillary qui était au devant de cette attaque-là. Parce que Barack Obama n'était pas vraiment d'accord. Mais Sarkozy a réussi à embobiner Hillary. Et puis bon, Barack Obama, vous savez, à l'époque, quoi qu'on dise, Hillary n'était pas quand même une petite gamine à côté d'Obama. Elle était aussi puissante. Donc, elle s'imposait également. Donc, finalement, c'est elle qui a pris le dessus. Et cette intervention aujourd'hui est tellement regrettée parce que Barack Obama doit vraiment le regretter parce que sous son mandat, voilà, il a créé un truc inutile. Aujourd'hui, c'est chaque jour, ce que je vous dis, chaque jour, les gens meurent en Libye. Il en a créé un Côte d'Ivoire. Sous les balles des terroristes, sous les balles des hommes armés, des différents... Mais justement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas, beaucoup ont fui. Bon, maintenant, sauf que les candidats à l'immigration, c'est eux qui se permettent alors de s'aventurer dans ce bourbier. Et malheureusement, ils subissent parce que si Kadhafi était en vie. En vie. Lui, il prenait tous ces gens-là pour satisfaire les gens et couper leur entrée, leur désir vers... L'Italie, par exemple, avec le gouvernement actuel, s'offusque. C'est la France qui est à l'origine de cette situation. C'est la responsabilité. Qui a tué Kadhafi et que Kadhafi, le seul qui arrive, le seul rempart de cette immigration, c'était Kadhafi. Vous l'avez tué, ils avaient quelle solution de rechange? Ils n'en avaient rien. L'histoire va être faite quand même sur cette affaire, qu'on ne veut pas, mais c'est que les séquelles, les conséquences sont là, tragiques pour la malheureusement. Et dans ce cas-là, les Occidentaux, eux, ils savent comment tirer d'affaires, comment se tirer d'affaires avec l'exploitation de business. Ils subissent également. Oui, ils subissent, mais ils continuent pas à avoir de leurs intérêts. Parce que l'instabilité aujourd'hui, ça profite à qui? Ça leur profite. Mais ce qu'ils peuvent regretter, c'est que les terroristes ne pardonnent pas. Les terroristes aussi, eux, ils ne font pas de trucs. Les pays occidentaux sont tout souvent attaqués parce que c'est ce qu'ils ont créé. Bon, donc, la situation, la conférence, là, ce qu'on nous annonce comme si c'est l'ultime solution. Et sans réussir, comme il avait dit tout à l'heure, réussir à faire un travail de fond pour que les clans, mais difficilement, les clans, vous savez, ils ont un territoire. Et ils dominent. C'est de ça ils ont des puits de pétrole. Et ils font des affaires. Ils ont l'argent qui rentre. D'un jour à l'autre, vous voulez qu'ils rentrent comme ça les intérêts. Ça va être très difficile. Adam, est-ce que les Libyens, parce que c'est vrai, on dit solution des Nations Unies, on a posé la question sur l'Union africaine, est-ce que les Libyens eux-mêmes n'ont pas envie de retrouver la stabilité? Oui, ils doivent avoir envie. Bien sûr. Le peuple, oui. Mais malheureusement, ce peuple a quelle force face aux miliciens armés jusqu'aux dents? Et de l'autre côté, aujourd'hui, lorsqu'on crie de partout qu'on veut donc anéantir le terrorisme, je pense que les vrais terroristes, quand ils quittent ailleurs, ils arrivent à fuir, c'est quand même pour aller annexer les différents tentacules de groupes qu'il y a en Libye. Et donc, ça continue. Donc, les vrais djihadistes, certains djihadistes n'hésiteront pas à trouver un terrain fertile en Libye. Donc, tant qu'on ne trouvera pas de solution à la crise libyenne, je pense qu'on n'est pas fini, on n'est pas sorti carrément avec les études de djihadisme. Ça continuera pas à fleurir. C'est les mêmes occidentaux qui créent tout ça là. Si George Bush n'était pas allé tuer Saddam Hussein en Irak, on n'aura pas. Le phénomène de terrorisme a apparu après la mort de Saddam, l'assassinat de Saddam. C'est les deux. Donc c'est toujours les Occidentaux. Et malheureusement, dans tout ça là, c'est les pauvres, c'est des innocents qui tombent dans tout ça là. Ceux qui n'en sont pour rien, ceux qui ne connaissent rien, c'est eux que les terroristes, s'en prennent. Et il ne faut pas être au mauvais moment et au mauvais endroit. Malheureusement. Qui tournait quand même sur des pays quand même immensement riches. Et c'est cette richesse-là quand même qui attire la rente. Irak et la Libye. Donc, seulement les Nations Unies aujourd'hui viennent sur un terrain. Actuellement, c'est le Les Nations Unies même étaient là. Ils veulent encore décapiter. Ils peuvent même parler d'une résolution. Une résolution des Nations Unies pour pouvoir faire ces frappes-là. Même l'OTAN y est allé de son chef. Avec la bénédiction peut-être certainement des Nations Unies, parce que les Nations Unies avaient autorisé à protéger l'espace aérien. Au fait, c'est ça. Ce n'était pas une attaque au sol. Or, Sarkozy avait juste trouvé une occasion pour impliquer les Nations Unies dans cette affaire.
où ils ont puisqu'en tout temps les avions de Kadhafi étaient très subtils, mais ils ont laissé l'espace aérien pour attaquer et aller même tuer Kadhafi. Comme si c'était dans la résolution que l'issue ou bien votre opération. Alors la résolution n'en parlait pas. C'est pourquoi depuis, la Russie, à chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, la Russie dit non. Parce qu'ils connaissent maintenant la ruse des Occidentaux. On a l'impression que la Russie s'est laissée aussi jouer. Justement dans le Calibien, la Russie. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce qu'ils avaient cru que véritablement qu'il n'y aura pas une intervention au sol. C'est pourquoi la Russie a voté. C'est pourquoi, dans le cas syrien, la Russie a dit niet. Il a toujours posé son droit de veto. Actuellement, le cas vénézuélien est encore là. Ils l'ont dit implicitement. Si on avait laissé l'Amérique encore, c'est pour créer encore un autre désordre en Amérique latine. Pour des raisons dont ils sont les seuls à maîtriser. C'est vraiment dommage. Ils l'ont même dit implicitement. Mais là, on voit toujours les États-Unis, là, dans le cas vénézuélien, ils sont toujours là. Non, la Russie, ce qu'ils font, ils sont en train de passer. La Chine également. Ils imposent déjà le président. Comment est-ce qu'on peut admettre ça? Un chef de parlement, que président de parlement, que vous reconnaissez, et des reconnaissances bizarres partout. Et ils se disent des démocrates. La démocratie a des lois et des règles qu'il faut respecter. Heureusement, ils peuvent faire ça chez des trucs comme ça, mais les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Non, mais c'est on va marquer la pause, on revient de la méchanceté.